de nos jours, il est devenu en France de plus en plus difficile de s'exprimer plus publiquement sur un certain nombre de sujets. Le pays de Charlie, le pays qui se perçoit comme le champion toute catégorie de la liberté d'expression, il faut bien le dire, a multiplié les entraves maintenant à un point que ça en est inquiétant. Donc je suis l'un de ceux qui mesurent ça de façon très très précise. Je peux prendre un des derniers exemples, mais il y a 2 mois à peu près, une association m'a invité à Mantes-la-Ville pour présenter un ouvrage que j'ai co-dirigé aux éditions du CNRS. C'est pas un bulletin tiré illégalement. Les éditions du CNRS et la mairie de Mantes-la-Ville, donc Histoire des mobilisations islamistes, la mairie de Mantes-la-Ville a refusé la salle. Plutôt, elle a retiré la salle à la dernière minute. Et puis, ne le répétez à personne, mais la semaine dernière à Marseille, je devais faire un baratin. Et là aussi, la salle a été retirée. Voilà. On s'est retrouvé dans une mosquée. Non, mais je veux dire, j'ai pensé aussi aux chrétiens au début des, aux premiers chrétiens au début des persécutions. On a fait la conférence dans une mosquée parce que, je ne veux même pas le citer, je ne vais pas personnaliser, mais le propriétaire de la salle dit « Oh, c'est très politique comme sujet et tout ». Bon, alors, qu'est-ce qui est très politique en France maintenant qu'on ne peut pas traiter sans qu'il y ait des tensions et des clivages? Ben, c'est ce dont on va parler ce soir précisément. Premier sujet dont on va parler ce soir, c'est la Palestine. Bon, ben, bien sûr, on le sait, le sujet de la Palestine a toujours clivé la société française selon des lignes. Justement, ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de voir quelles sont les lignes qui ont clivé la société française sur le terrain de la Palestine et comment elles ont évolué, d'accord, et à quoi elles s'accrochent, à quel compartiment de la société elles s'accrochent. Premier sujet, donc très clivant, la Palestine. Deuxième sujet, je dirais, il est pire. Le deuxième sujet, il est bien pire. Il est encore plus clivant, sur des lignes plus changeantes encore. Il est plus émotionnel, il est plus irrationnel. Et le deuxième sujet, c'est l'islam. Ça passe pas non plus. C'est un sujet qui est extrêmement, qui va immédiatement faire monter dans les tours l'émotion et de, cas échéant, l'irrationnel. Si je devais donner un titre à mon petit baratin de ce soir, de façon très très simple, plutôt que de reprendre les quelques points qui ont été mentionnés comme des repères, je dirais pourquoi nous étions si peu à la manif tout à l'heure pour défendre le camp palestinien. Pourquoi on est 2000 à Marseille et qu'ils étaient 300 000 à Londres? Bon, pourquoi on est 30 000 à Paris et 300 000 à Londres? C'est-à-dire d'où vient ce relatif déficit de la mobilisation des Français dans le camp de la Palestine. Et vous allez voir que déconstruire ça, c'est assez passionnant. Ça nous emmène dans les recoins de la situation de notre société dans un contexte historique donné. Mais bon, il y a un déficit de soutien. Enfin, vous avez vu quand même ce qu'on peut voir, pourvu qu'on ne regarde pas que CNews, mais les horreurs que l'on peut voir. Vous avez vu ces femmes qui brandissent des bébés en plastique, là, tout ça. Bon, on peut voir ça, et malgré tout, ce qui devrait générer une réaction passionnée, générale, pour demander l'arrêt du carnage ne se produit pas. Hein, et donc, ce que je vais essayer, c'est de voir quels sont les compartiments de la société, où ça bloque, hein, et pourquoi ça bloque. Donc, la Palestine, ça a toujours divisé la société française. Ce que je voudrais rappeler, c'est quelles étaient les lignes de clivage. La plus simple qu'on a envie de mobiliser, on a envie de dire, bah, à gauche, c'était un peu pro-Palestine, et puis à droite, c'était nettement moins pro-Palestine. Oui, jusqu'à un certain point. Mais attention, quand vous regardez les performances du Parti socialiste sur le terrain de la Palestine, vous voyez déjà qu'on est en train de simplifier. Hein. Il vaudrait mieux dire la gauche au-delà du PS. Bon, il y avait un terreau communiste ou gauche dite extrême gauche qui était relativement clairement mobilisée. Le PS, attention, je ne sais pas si vous avez vu les archives qui viennent d'être dévoilées sur les conditions de création du
de SOS Racisme. Hein. Et on est en train de sortir, enfin, des leaders beurre, on n'aime plus ce mot, mais dont les ancêtres étaient d'origine nord-africaine, ont sorti des témoignages sur ce qui se passait réellement dans les AG de SOS Racisme et de la Marche des Beurs, et c'est pas beau, parce que, bon, du côté de Julien Drey, hein, qui était un pilier de cet épisode-là, et c'est pas bien beau. On voit que très vite, et on a retrouvé des personnages dont on n'arrive pas très bien à définir l'identité. Tiens, qu'est-ce qu'ils foutaient là, les mecs? Et on voit très bien qu'il y avait des agents d'influence israéliens qui ont essayé très tôt de faire une OPA sur la mobilisation des beurs pour essayer, j'en vois pas beaucoup dans la salle, mais les kéfiers, c'était mal vu. Les kéfiers, c'était mal vu. Hein. Fallait pas avoir, si vous étiez à SOS Racisme, vous pointez avec un kéfier, on vous faisait comprendre que non, il y avait un malentendu. Hein. Donc ça a été très tôt un marqueur des limites de l'adhésion de la gauche à la cause palestinienne. La droite, et c'est ça qui est passionnant, c'est que la droite, on est passé du tout au tout. L'autre jour, un copain palestinien me racontait qu'il avait eu une bourse d'études en Espagne au début des années 80. Il disait oui, on était nombreux les Palestiniens. Pourquoi y avait-il tant de Palestiniens en Espagne au début des années 80? Et je suis sûr que ça ne fait pas partie de notre culture générale. En quelle année l'Espagne a-t-elle reconnu Israël? 86. 86. Jusqu'en 86, l'Espagne n'avait pas reconnu Israël. Pourquoi? C'était quelle Espagne au début des années 80? C'était Franco. C'était Franco. Hein? Oui, mais jusqu'en 86, l'Espagne n'a pas reconnu Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on part d'une situation historique où les droites n'étaient pas dans le soutien inconditionnel d'Israël. Or, où sommes-nous maintenant? Et c'est ça qu'il faut comprendre. La grande nouveauté du paysage français, c'est que les droites qui étaient marquées au coin de leur antisémitisme historique, qui pour le coup, celui-là n'était pas inventé, n'était pas fictif, ont fait un chemin très net, très radical. Et l'ennemi, le mauvais étranger qui perturbait la pureté du terroir national et qui était le juif, est devenu le musulman. Et donc ça, c'est quand même très important de comprendre, parce que ce qu'on va voir, ce qui va nous permettre de comprendre l'assise sociale et politique de ce soutien inconditionnel à Israël, il est là-dedans. Et on l'oublie trop souvent. Il est dans le fait que les droites sont passées d'une réticence plus ou moins explicite à l'égard d'Israël à un soutien inconditionnel. Pourquoi un soutien inconditionnel? Qu'est-ce qui leur plaît dans les Israéliens à l'extrême droite et à la droite et à plein de gens? Et je suis là au cœur du baratin de ce soir. Qu'est-ce qui leur plaît tant? Qu'est-ce qu'ils font de si bien les Israéliens? Ils cassent du musulman. Voilà. Et donc le dénominateur commun de l'adhésion des droites au projet israélien, c'est ce gros mot qu'on n'a pas besoin de prononcer, mais c'est l'islamophobie. Le dénominateur commun, c'est la tension avec les musulmans. Simplement, la fin de ma conférence, mais j'aime bien arriver à la fin, comme ça, si mon cœur s'arrête dès le début, vous aurez entendu l'essentiel. Le dernier ressort, c'est pas l'islam. Les musulmans ne sont pas dangereux en tant qu'ils sont musulmans, en tant qu'ils sont porteurs d'un dogme concurrent au dogme chrétien. Non, c'est pas ça leur vraie nature. Et la preuve, c'est que sont stigmatisés en France dans exactement les mêmes termes que les musulmans, les gens qui viennent des sociétés non musulmanes du sud du Sahel. Ils sont traités de la même manière. Donc, ce n'est pas l'islam qui fait peur. C'est quoi qui fait peur que l'on rejette? Et après, je peux m'arrêter parce que c'est tout ce que je voulais dire ce soir. C'est les descendants des colonisés.
la tension que traverse notre société, c'est qu'elle n'accepte pas, elle ne se fait toujours pas à l'idée que nous sommes sortis du confort de l'hégémonie coloniale et post-coloniale, et que les types sur lesquels nous marchions et nous essuyions les pieds, ils sont maintenant en situation, chez eux d'une part, chez nous a fortiori, de revendiquer une égalité de droits et, je dirais, pire encore, de revendiquer le droit de participer à l'écriture de l'histoire qui les a fait nous rencontrer. Vous voyez, j'ai presque tout dit là. Donc, les droites étaient anti-israéliennes, elles le sont devenues. Les gauches étaient pro-palestiniennes et elles le sont de moins en moins. Ou elles le sont de moins en moins spontanément, ou de moins en moins unanimement, ou elles sont pro-palestiniennes, mais quand même très pro-israéliennes. Et c'est donc ce tissu d'évolution que je vais essayer de démêler avec vous, même si j'ai dit déjà une bonne partie des choses. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à la Palestine? Qu'est-ce qui est arrivé à la Palestine? Le leadership des dynamiques politiques dans le monde arabe tout entier, pas seulement en Palestine, a pris une connotation, a commencé à utiliser un lexique religieux. Voilà, c'est ça la catastrophe qui est arrivée à la résistance palestinienne. C'est qu'en 2006, le Hamas remporte des élections législatives. On dit le Hamas, ils sont illégitimes. Non, le Hamas, ils ont remporté des élections législatives contrôlées par l'Union européenne et financées par l'Union européenne en 2006. Mais oui, mais on n'a pas refait d'élections. Pas plus que l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne est tout aussi illégitime puisqu'il n'y a pas eu d'élections. On pourra revenir et dire pourquoi. Mais disons que l'arrivée au pouvoir du Hamas en 2006 a fait interférer deux dynamiques, la dynamique nationaliste de résistance à une occupation palestinienne avec un phénomène plus complexe, beaucoup plus difficile à digérer dans l'opinion occidentale, à droite d'une part, mais plus encore à gauche, qui est l'usage du lexique religieux sur la scène politique. J'aime bien prendre un exemple. Le problème, c'est que le monsieur qui sert d'exemple a un peu changé de couleur. Mais pour faire comprendre la difficulté qu'a eu la gauche, beaucoup plus que la droite, à accepter l'émergence d'acteurs politiques légitimes qui disaient Bismillah, qui parlaient musulman, qui avaient une connotation religieuse, ou qui ne voulaient pas se défaire de leur appartenance religieuse quand ils partaient le matin au boulot en politique. C'est une remarque d'Alain Grèche qui m'avait dit, tu sais, François, au Monde Diplo, le navire a traversé toutes les tempêtes possibles et imaginables pendant des décennies. La chute du mur, et un jour, le bateau a volé en éclats. Un jour, on s'est tous mis sur la gueule. C'est quel obstacle qui nous a fait couler? Tarek Ramadan. Alors, je sais, l'image a changé. Je ne dis pas le Tarek Ramadan qui a un usage intempestif de sa vie privée. Je dis le Tarek Ramadan, acteur politique du Global South, parlant en faveur. Celui-là, il a fait voler en éclats la gauche. Il y a eu ceux qui ont dit, comme Alain Grèche, oui, c'est un acteur légitime, oui, il est possible de faire de la politique avec lui. Et il y a tous ceux qui ont dit, non, notre ADN de gauche, c'est qu'on ne peut pas faire de la politique si on ne s'est pas dessaisi complètement de son appartenance religieuse. Alors, d'où ça nous est venu en France? Ça, c'est très français, attention. Ça, c'est très spécifiquement français. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, sur le dollar, c'est écrit quoi? In God we trust. On n'a pas de problème avec la présence du religieux dans l'espace public. En Grande-Bretagne, pareil. Ça a eu des conséquences immédiates très, très importantes. Quand les Britanniques se sont retrouvés en face d'une dame qui avait un chapeau bizarre, un voile, et qui disait « je voudrais être policier », les Anglais ont dit pas de problème. Les Britanniques
les Américains, les Australiens, tout le monde anglo-saxon, quand il y a un mec avec un turban et puis une barbe dans un filet, vous voyez de qui je parle, un Sikh qui a dit « je veux être fonctionnaire de Sa Majesté », les Anglais ont dit « pas de problème ». Les Français ont dit « non, impossible ». Et ça, c'est un marqueur très, très, très français, l'illégitimité totale du religieux dans l'espace public. D'où ça vient? Ça vient des conditions très spécifiques de la Révolution de 1789. Nos révolutionnaires, pour entrer dans la modernité politique, pour se libérer de l'absolutisme monarchique, ils ont dû se battre contre le roi, mais également contre l'Église. L'Église, contre l'outil avec lequel que manipulait le roi pour maintenir son pouvoir monarchique absolu. Donc, dans l'ADN des révolutionnaires français, on ne peut pas être un citoyen véritablement libre et moderne si on n'a pas... Alors, attention, il n'a jamais été demandé aux Français de renier la croyance religieuse, mais en tout cas de se défaire complètement de l'expression visible de l'appareil de mobilisation de la croissance religieuse. Et ça, c'est quelque chose, si vous comprenez ça, vous comprenez très très bien ce qui va progressivement séparer les forces de gauche en France de générations politiques dans le monde arabe. Nous allons considérer comme illégitimes tous les acteurs politiques qui ne veulent pas se dessaisir de leurs croyances religieuses. Attention, ça va se passer vis-à-vis des acteurs politiques du monde arabe. Et je vous donne un autre exemple. En 1990, donc moi, on ne vous a pas dit, mais si on vous a dit, en gros, mon passé, c'est que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. J'ai vécu dans le monde musulman. J'ai vécu 25 ans dans le monde musulman, en commençant par l'Algérie 7 ans, et puis après, en m'échelonnant un petit peu partout. En 1990, et donc, mon vrai domaine de spécialité, c'est les dynamiques politiques dans le monde musulman. Mais comme je vivais dans le monde musulman et que aussi je me suis mis à employer un peu la langue d'une majorité des musulmans, je suis entré en interaction avec les musulmans en Europe. Donc, je m'exprimais aussi sur le sujet des musulmans en Europe. En 1990, Amnesty International, à 2 reprises, en Belgique et à Paris, m'a demandé de venir faire des conférences pour faire quoi? Pour convaincre les militants d'Amnesty International qu'il fallait quand même défendre ceux qui se faisaient torturer en Tunisie par Zine El Abidine Ben Ali. Parce que les militants de gauche, la gauche en France, on disait non, on ne va pas défendre ces mecs-là. Et on avait un slogan qui était le produit des services algériens au moment de la décennie noire algérienne, qui consistait à dire pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est-à-dire, on avait convaincu le monde que ces acteurs politiques-là ne pouvaient pas véhiculer des valeurs qui soient communes avec les nôtres. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Parce que si vous comprenez qu'il puisse exister dans le monde des acteurs politiques qui n'ont pas eu la même historicité de la relation à la religion que nous, Français, vous comprenez où se noue le hiatus, où se noue l'incompréhension, où se noue le fait que pour Madame Badinter, à partir du moment où vous portez un hijab, vous ne pouvez pas participer à une dynamique de modernisation citoyenne. C'est juste impossible. Vous êtes juste une intoxiquée du bonnet. Et une partie des tenantes de ce laïcisme intransigeant, excluant, sont de bonne foi. Mais pourquoi? Mais parce qu'elles n'ont pas eu suffisamment d'empathie analytique avec la trajectoire de gens qui ne sont pas des révolutionnaires français, qui ne sont pas nés de la Révolution française. Le sentiment religieux dans le monde musulman pendant la période coloniale, alors attention, la religion dans le monde musulman a pu, ici et là, jusqu'à aujourd'hui, être un outil du pouvoir absolutiste et réactionnaire. Il ne s'agit pas de le nier, il s'agit de voir les quantités. Dans la majorité du tissu social, l'appartenance religieuse pendant la période coloniale, elle a joué quel rôle? Elle a été un réservoir identitaire permettant de mobiliser des ressources
contre le dominant, contre l'acculturation coloniale. Être musulman, la religion musulmane, c'était le seul terreau qui n'avait pas été complètement oblitéré par la culture triomphante du colonisateur. Et ça, c'est un truc que je me suis amusé à faire. Moi, la plupart des bouquins que j'ai écrits, c'est sur les courants islamistes. Et ma méthode, c'était d'aller voir les gens. Mon bon monsieur, vous avez, ou vous n'avez pas d'ailleurs, parce que il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Vous avez une barbe, vous êtes devenu islamiste. Or, j'apprends que vous étiez communiste avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Pourquoi êtes-vous devenu islamiste alors que vous étiez communiste? Et c'est en découvrant l'itinéraire, l'alchimie de l'itinéraire mental de ces acteurs qui étaient à gauche et qui sont passés dans l'islamisme que j'ai découvert la fonction que jouait l'appartenance religieuse et que j'ai pu mesurer toute la différence qu'il y avait entre le sens de s'accrocher à son appartenance religieuse musulmane quand on résiste à l'occupation occidentale, à l'overdose de présence occidentale, et le sens que cela peut avoir de se défaire de son appartenance religieuse et sa soumission à l'Église quand on est un Français au XIXe siècle. C'est deux mondes différents. Pour prendre un exemple très, très, très simple, vous avez entendu parler de la théologie de la libération, la mobilisation de la foi chrétienne au service de la lutte anti-impérialiste en Amérique du Sud. Moi, je demande à mes interlocuteurs, je ne vous demande pas d'aller plus loin que ça. Imaginez seulement un instant que l'appartenance religieuse puisse simplement servir d'ancrage identitaire pour résister à l'oblitération des catégories de la culture héritée de votre grand-père sous l'effet de la présence de l'envahissement colonial puis impérial. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement comprendre si on veut arriver à construire le hiatus qui va se produire au sein des gauches face à la croyance religieuse. Il y a d'autres exemples que je pourrais citer. Le communiste qui devient islamiste, qu'est-ce qu'il me raconte? Le communiste qui devient islamiste s'appelle Adel Hussein. Et il a passé 11 ans en tôle en Égypte. 11 ans en tôle comme communiste. Et je lui dis, mais alors pourquoi vous qui étiez anti-islamique primaire, enfin anti-religion, comment vous avez pu changer complètement de cap? Il dit, écoutez François, nous les Égyptiens dans les années 60, quand on se réveillait le matin, nous les militants politiques, la première question qu'on se posait, c'est où on en est par rapport à l'Occident? Où on en est de notre combat pour ressurgir de nos cendres, pour reprendre le contrôle de nos destins, pour contrôler cette poussée terrifiante de l'Occident qui nous a écrasés. Et petit à petit, nous, en tant que communistes, on était anti-islam. Mais petit à petit, je suis arrivé à me dire, mais comment puis-je être anti-islam alors que l'islam, c'est le cœur de ma nation? Donc, vous voyez la dimension identitaire de l'appartenance religieuse fait qu'elle apparaît comme un instrument de la mobilisation politique modernisatrice, émancipatrice, et non pas le contraire. Un petit troisième vite fait, ça complète, de gens qui sont devenus islamistes. En 1967, le leader tunisien Rached Ghannouchi, qui, quand il était petit, écoutait Radio Tirana. Bon, vous êtes tous trop jeunes, vous ne savez pas ce que c'est que Radio Tirana. Radio Tirana, c'était la radio communiste qu'on écoutait en Europe dans les années 50-60. C'était un petit peu la voix de l'Amérique, mais l'autre côté, qui émettait à l'échelle du bassin méditerranéen. Rached Ghannouchi écoutait la voix de Tirana, et puis il est parti faire des études en Syrie, en Égypte, puis en Syrie, et puis est arrivé le mois de juin 1967. Et alors c'est très amusant parce que tous mes interviewés, ils disent un peu la même chose, mais en fonction de leur univers personnel, ils emploient un lexique un petit peu différent. Donc j'ai un enquêté yéménite qui dit, Ghannouchi dit, le 6 juin 67, nous nous disions, demain, nous allons nous baigner sur les plages de Tel Aviv.
hein. Nous aurons conquis Tel Aviv et nous allons nous baigner sur les plages de Tel Aviv. Et son collègue yéménite, dans les mêmes séries d'interviews, me dit nous allons nous bourrer la gueule sur les plages de Tel Aviv. Nous allions nous saouler sur les plages de Tel Aviv. Mais l'idée était nous allons vivre une victoire spectaculaire. Et évidemment, ce n'est pas une victoire spectaculaire, c'est une défaite impensable. Et là, Ranouchi dit on a compris que la défaite, c'était peut-être une défaite pas seulement de nos soldats, mais de tout l'univers symbolique qui permettait la mobilisation de notre nation. Et ils se disent, c'est la défaite du nasserisme, du baasisme, qui étaient les idéologies laïcistes, non pas anti-musulmanes, il ne faut pas exagérer, mais extérieures à l'appartenance religieuse, qui étaient hégémoniques à l'époque. Donc le challenge intellectuel jusqu'à ce jour, et dans cette pièce, je suis sûr qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, bien sûr. Hein. Le challenge intellectuel, c'est un acteur politique qui n'a pas renié son appartenance religieuse, on peut le côtoyer. Nous, de gauche, est-ce qu'on peut faire un bout de chemin avec les mecs qui disent Bismillah le matin avant de partir au boulot, hein? Ou est-ce qu'il y a un truc, ou est-ce qu'il y a un préalable? Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le challenge essentiel de la société politique française en général, de la gauche en particulier. C'est de construire une relation rationnelle avec des acteurs politiques qui appartiennent, je suis désolé, ça va vous déplaire, aux majorités politiques du monde musulman actuellement. Parce qu'ils représentent les majorités politiques. C'est eux qui peuvent former des majorités électorales. Et donc, se dire, est-ce qu'ils sont tous infréquentables sur la seule base du fait qu'ils ont conservé un pied dans le bénitier ou pas loin, pour moi, c'est ça le vrai challenge. Alors, une petite parenthèse, ce challenge, il s'est posé aussi aux forces politiques dans le monde arabe. Parce que se poser cette question en France, ça a une sonorité très différente de se la poser dans une société qui est de culture musulmane majoritaire. Nous, en France, c'est pas tellement posé la question, est-ce qu'on peut faire un bout de chemin avec les chrétiens démocrates ou on n'a pas eu d'abord un phénomène d'émergence de courants politiques chrétiens jouant un rôle central. Par contre, c'est posé la question qui se posait aux militants de Amnesty International, est-ce qu'on considère comme fréquentables et légitimes les partis politiques du sud de la Méditerranée qui ont gardé une adhérence religieuse, hein. Et ça, évidemment, ça s'est posé de façon aiguë, pas seulement aux non-musulmans des sociétés occidentales, mais aussi non pas non-musulmans, mais aux acteurs politiques du Sud qui n'étaient pas religieux, aux gauches dans le monde arabe. Et il est très, très important de faire un détour par le monde arabe pour voir que l'alchimie de la réconciliation entre les gauches et les acteurs religieux a commencé bien avant nous. Chez nous, elle a existé, mais je suis sûr que même vous, vous n'en avez pas entendu parler. En 1985, chez les trotskistes, à l'extrême gauche, en dehors du Parti communiste, le Parti communiste va être en dernière position dans cette dimension-là, jusqu'à ce jour. Le Canard enchaîné est le dernier de la liste jusqu'à nos jours. Mais par contre, chez les trotskistes, on a eu une fille qui s'appelait Louisa Toscane, qui en 1985 écrit un bouquin qui s'appelle « L'islam, un autre nationalisme » ou un nouveau nationalisme. C'est-à-dire une réflexion commence à s'opérer sur le fait que des acteurs musulmans puissent être des acteurs autres que strictement religieux. Si vous voulez, on va mettre assez longtemps à accepter l'idée que des acteurs dits religieux, certes, parlent musulman, mais avec le lexique musulman, peuvent faire des tas de choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Dans le monde arabe, j'ai eu ce privilège en 1990 à Khartoum, sous l'égide de Tourabi, Hassan Tourabi, ont eu lieu plusieurs années de suite
des rencontres qui s'appelaient El Hiwar al-Qawmi ad-Dini, ce qui veut dire le dialogue entre les nationalistes et les religieux. Donc il y avait des grands colloques où le nec plus ultra des leaders des formations, on disait nationalistes arabes laïques, discutaient avec le leadership des partis islamistes pour voir s'ils pouvaient déboucher sur des formes de coopération. Dans le monde arabe, cette dynamique a été bien plus loin. Cette dynamique a été jusqu'à des accords électoraux ponctuels entre les gauches et les islamistes. En Tunisie, en octobre 2005, vous avez un pacte entre la gauche et les islamistes. En Algérie, en 1995, vous avez le fameux, même si plus personne s'en souvient, pacte de Sant'Egidio. À Sant'Egidio, communauté catholique de Rome, tout le spectre de l'opposition algérienne, depuis, j'emploie des symboles un petit peu simplificateurs qui parfois déplaisent, je dis l'opposition mini-jupe Johnny Walker, c'est-à-dire l'opposition de gauche et d'extrême gauche. Je dis des fois, ça fait rire ou pas rire, alcoolaïque, c'est-à-dire le cas échéant consommant de l'alcool, était assis à la même table avec Anwar Haddam, le leader du Front islamique de salut. Et ils sont parvenus à un accord de confrontation du pouvoir algérien militaire. D'accord ? Au Yémen, en 2006, il y a eu cet épisode remarquable qui s'appelait la Liqa Mushtarak, littéralement la rencontre commune partagée, où les socialistes ex-héritiers des socialistes du Sud se sont alliés avec le courant plus ou moins proche des frères musulmans, l'Islah du Nord, pour former une coalition partisane. Nous, en France, on n'a pas suivi ce chemin-là. Jusqu'à ce jour, les positions qu'essaye de prendre Mélenchon lui valent des déluges d'injures au titre d'une supposée compromission avec l'islamisme et l'intégrisme. Écologie, PS n'en parlons pas, PC oublions, même si le gouvernement français, en 2011, a accepté de franchir le Rubicon. Je m'en souviens très bien, j'étais assis à côté de lui à l'Institut du monde arabe. En avril 2011, Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, voyant que en Tunisie, en Égypte, les élections dans les deux cas ont été remportées par des partis dits islamistes, commence à réaliser que nous devons à tout le moins être capables de négocier ou d'interagir avec les partis dits islamistes. Et donc, ils s'y mettent, ça leur prend 2 heures, ils vont réfléchir longuement, est-ce qu'il vaut mieux dire islamique ou islamiste? Quel est celui qui est le plus dangereux? Et ils tranchent pour islamique. Et Juppé déclare, j'ai demandé à nos diplomates d'interagir, to engage en anglais, toutes les forces politiques dans le bassin méditerranéen, y compris les partis islamiques, à une condition, c'est qu'ils aient renoncé explicitement à l'usage de la force dans la transaction politique. Voilà le plus loin où nous sommes allés. Nous avons reconnu l'existence légitime de Nahda tunisien au pouvoir. Nous avons reconnu le président Morsi, élu, premier président égyptien élu au suffrage universel au pouvoir. Mais ça a été pour mieux les trahir dès que l'occasion s'est présentée et soutenir le coup d'État qui a mis fin à cette parenthèse démocratique. Alors, revenons à notre Palestine. Résumons-nous. Pourquoi n'étions-nous que 30 000 à Paris? Je ne sais pas comment c'est passé aujourd'hui, vous avez des nouvelles, c'était spectaculaire ou pas, la manif. À Marseille, je ne dévalorise pas vos efforts, il y avait 3 000 personnes au maximum, si elles y étaient, non? Moins, voilà. Bon, pourquoi il y a un tel déficit Pourquoi y a-t-il un seul homme politique? Oui, ça c'est important.
nous ne sommes pas ici sous l'égide de LFI, hein, il faut bien le savoir, puisque même dans LFI, il y a des dissensions. Mais pourquoi y a-t-il un seul homme politique? Il y en a deux, mais Dominique de Villepin n'est pas un chef de formation partisane. Dominique de Villepin s'exprime à titre personnel. Pourquoi un seul homme politique français a-t-il refusé la posture de criminalisation pure et simple de ce mouvement dont l'existence avait été, j'espère que vous avez cette formule présente à l'esprit, le discours de De Gaulle en 1967, lorsqu'il dit « Eh bien, Israël s'est accaparé un certain nombre de territoires, il va maintenant s'y installer, cela va vouloir dire occupation, et qui veut dire occupation veut dire répression, frustration, et donc résistance, et cette résistance, inévitablement, ils la labelliseront terrorisme. De Gaulle, c'est pas l'extrême gauche anarchique, d'accord? Ce que De Gaulle a dit en 1967, un seul homme politique français est capable de le dire aujourd'hui. Tous les autres se sont alignés sur une rhétorique de criminalisation totale, pure et simple de la résistance. Bon, pourquoi on en est arrivé là? Parce que depuis 2 décennies, depuis 3 décennies, les lignes de partage que j'ai évoquées tout à l'heure, au sein des gauches et au sein des droites, se sont déplacées. Et que ces lignes de partage, indépendamment du problème palestinien, oublions le problème palestinien, elles sont devenues extrêmement défavorables à la banalisation de la présence d'un acteur politique ayant une connotation religieuse. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Où en sommes-nous en France? Moi, j'aime bien prendre comme date le discours des Mureaux. Ça vous dit quelque chose, le discours des Mureaux? Discours des Mureaux, dissolution du CCIF. Le discours de stigmatisation explicite d'une catégorie de musulmans était cantonné jusqu'en 2019 à certaines composantes du paysage politique. L'extrême droite, puis la droite, puis des franges de la gauche, puis des assez gros morceaux de la gauche, hein, la gauche valsiste, le printemps républicain. 2019, ce discours, alors ce mot fait débat, et je vais dire islamophobe, je me dessaisirai de ce mot s'il ne vous plaît pas, le discours islamophobe qui était l'apanage de l'extrême droite et de la droite devient le discours de l'État. À partir de 2019, le principal débat politique, le principal confrontation, surenchère du jeu politique, c'est plus la droite contre la gauche. C'est l'extrême droite d'opposition contre l'extrême droite au pouvoir. C'est Darmanin contre Marine Le Pen. C'est Darmanin qui dit à Marine Le Pen « t'es quand même un peu molle sur la lutte contre l'islamisme. » D'accord? Et donc, le fait que cette ligne se soit déplacée comme ça fait que maintenant, accepter qu'est-ce qui s'est passé encore une fois en Palestine, on l'a dit, il faut le redire, hein. C'est pas une révolution, c'est un processus électoral très très comparable avec les processus électoraux qui ont amené des islamistes au pouvoir dans à peu près tous les autres pays de la région. Mais simplement ça a fait que le train du soutien de 80% des forces politiques françaises s'est détaché. Je voudrais arriver à ce qui est peut-être l'idée la plus, pour moi, la plus importante. Je ne voudrais pas qu'on croie qu'il existe en France une compétition entre les dogmes, une peur des catholiques de voir progresser l'islam. Je pense que très souvent, quand on prononce le mot islam, islamisme, ça fait plus de bruit que ça ne produit de lumière. Et je voudrais vous proposer ma grille de lecture des 3 ressorts de cette tension française avec les islamistes.
avec l'islam, avec les musulmans. Le premier, c'est le plus banal, c'est le plus facile, c'est à mes yeux le moins important. C'est la rivalité entre des dogmes. Nous sommes toujours perçus comme une société religieuse chrétienne, comme une société à la fois religieuse et chrétienne. Et bon, il y a un dogme dont l'identité est clairement halogène et étrangère qui vient nous concurrencer à l'intérieur du terroir de notre christianité. D'accord? Donc, les chrétiens disent, non, on ne veut pas être envahi par l'islam. C'est vrai. Pourquoi, pour moi, cette variable-là n'est pas la principale? Pour une raison très simple. C'est que la France, avant d'être chrétienne, elle est déchristianisée. La France n'est plus chrétienne. Le ressort de la conscience de chacun d'entre nous n'est plus notre christianité. J'aime bien, je raconte des fois avec ma maman, on allait manger dans un restaurant en Savoie qui s'appelait le restaurant des 17 clochers ou des 18 clochers, je sais pas, j'ai oublié. On voyait 18 clochers. Et quand on comptait les 18 clochers, ce qui nous terrifiait, il y a quelques années où j'y suis retourné, c'est qu'il y avait une seule messe par semaine. Le curé, il tournait à toute vitesse entre les 18 églises. Il n'y avait plus 18 paroisses. Il y avait 18 clochers, mais il n'y avait plus 18 paroisses. Donc, le moteur de la mobilisation affective de la France, c'est plus la christianité. Il faut donc trouver une autre... Et puis, un autre argument. Les chrétiens, les milieux chrétiens, ne sont pas les plus hostiles aux musulmans. C'est pas les discours islamophobes, les discours violemment anti-musulmans ne viennent pas de l'évêque et du curé. Ils viennent au contraire de milieux déchristianisés. C'est donc pas dans la christianité qu'il faut rechercher l'origine de la tension avec l'islam. La deuxième origine, on l'a déjà évoqué, oui, c'est plus sérieux, c'est la laïcité à la française. C'est le fait que nous, on ne veut plus d'une présence religieuse explicite dans l'espace public. Ça, oui, c'est vrai. Pourtant, alors donc, chaque fois qu'on s'en prend à l'islam, aux musulmans, on dit non, on ne s'en prend pas à l'islam. On s'en prend, on veut défendre la laïcité. On veut protéger l'espace laïque de toute ingérence du sentiment religieux. Et moi, je vais vous montrer que c'est bidon, cette explication, qui est employée, qui est le prétexte, qui est celui qu'on emploie. Pourquoi elle est bidon? Pourquoi c'est pas la vraie? Quand une femme de ménage porte le voile, quand des dizaines, des centaines de ménages, depuis toujours, portaient le voile, quand vous n'êtes pas là, parce que vous êtes parti du bureau ou du magasin, est-ce que vous aviez le sentiment que la laïcité était menacée? Pas vraiment. Pas vraiment. Les femmes de ménage portant le voile, ça ne nous a jamais vraiment dérangé. Même les plus scrupuleuses des défendeurs de la laïcité. Quand est-ce qu'on a commencé à s'émouvoir? C'est quand des écolières, c'est quand la femme, elle a voulu devenir avocate, quand elle a voulu devenir magistrate. Ah, là, on s'est senti en danger. La laïcité s'est sentie en danger. Après, regardez bien le territoire d'expression de ce prurit de défense de la laïcité. Au début, c'était l'institution scolaire et exclusivement l'institution scolaire. Parce que c'est des enfants, ils n'ont pas encore leur conscience formée, donc il faut les protéger des influences, etc., etc., etc. D'accord? Mais après, l'interdiction, elle est sortie, elle est allée sur le terrain, quoi? Du sport, de la piscine, puis plus largement de la plage, puis du stade, puis de l'espace professionnel au sens le plus large du terme. Et on voit bien que c'est l'affirmation dans l'espace social, dans l'espace de l'égalité socio-économique, que la tension avec les musulmans s'est manifestée. Et donc, j'en arrive à la vraie explication que je vous propose. Les musulmans, on les aime pas, entre guillemets, pas parce qu'ils sont musulmans. Le problème, c'est pas la religion, c'est pas la variable religieuse. D'où il vient le problème? Pendant 2 siècles, les musulmans, où c'est qu'on les rencontrait? Où c'est qu'on faisait connaissance?
Napoléon, ben, c'était chez les musulmans, hein, la description de l'Égypte. On allait les voir chez eux, de préférence dans des sociétés qui étaient sous notre hégémonie. D'accord? Après toute la phase coloniale, les musulmans, c'était des gens sur lesquels nous étions en situation d'hégémonie dans leurs sociétés respectives. Quand est-ce que tout change? Tout change après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que c'est la fin du registre de la relation coloniale et parce que des dynamiques migratoires puissantes font que des musulmans, ben, on va les rencontrer, on n'a plus besoin de se déplacer, ils sont chez nous. C'est plus nous qui construisons des cathédrales sur les collines d'Alger, c'est eux qui veulent construire des mosquées dans nos banlieues. Et j'aime beaucoup mobiliser un exemple très, très personnel. Moi, je suis originaire de Savoie et mon papa, il travaillait dans une aciérie. Les aciéries, au début du siècle, le 20e, venaient en Savoie. Pourquoi? Pour chercher de l'hydroélectricité, pour avoir de l'électricité moins chère. Donc, Péchinet, Ugine, Kuhlmann était installé pas loin de mon bled natal d'Albertville. Et mon père m'avait fait un jour visiter l'usine d'Eugene Kuhlmann. Et il y avait garé dans la cour d'usine Kuhlmann 6 autobus. Je m'en souviens encore, ils étaient marrons, c'était les cars Lafon, et ils transportaient au moins 35 ou 40 personnes par autobus. Et mon père m'a dit, tu vois François, chaque semaine, ces autobus, ils partent vers une région qui s'appelle le Rif. Eh bien, s'ils ne revenaient pas plein chaque semaine, ben, tu vois, la boîte, elle n'en saurait pas où elle en est aujourd'hui. Les musulmans, on en a en France parce qu'on est allé les chercher. D'accord? Et alors, ces musulmans, quand ils sont arrivés au début des années 50, on ne les entendait pas. Pour quelle raison? Parce que les pauvres, ils ne pouvaient même pas parler 2 mots de français. Mais la génération d'après, ils commençaient à se débrouiller, mais les pauvres, ils ne savaient même pas l'écrire, le français. La 3e génération, ils savaient l'écrire, mais bon, ils ne maîtrisaient pas les codes de la communication. Là, maintenant, nous en sommes à la 4e ou la 5e génération. La 4e ou la 5e génération, elle a la capacité de s'exprimer. Elle a la capacité de revendiquer ses droits. Elle a la capacité de demander le contenu des droits qui lui ont été attribués, véhiculés par sa nationalité, héritée de la période coloniale. Elle a le droit de demander pire que ça. Elle a le droit de demander la faculté de participer à l'écriture de cette histoire et de plus laisser l'histoire des vainqueurs être l'histoire scientifique. J'en reviens à ma métaphore de tout à l'heure, et je la dois à Rokhaya Diallo. Vous voyez qui c'est? Hein? Bon, Rokhaya Diallo, vous n'y étiez pas, tant pis pour vous, mais l'année dernière, elle a fait une conf à Marseille à la Maison Méditerranée qui était absolument remarquable. Et j'en ai retenu ça, et je m'en voulais que ça ne m'ait pas sauté aux yeux plus tôt. Si vous êtes musulman, vous vous appelez Mohamed et vous dites « Oh les mecs, j'estime que je pourrais... islamiste, fondamentaliste ». Mohamed, c'est fondamentaliste. Bon, mais si vous vous appelez, aidez-moi, un prénom non musulman africain, donnez-moi un, non, ça me manque à ma culture. Bon, si je suis issu d'une société subsaharienne, africain noir, Mamadou, ça donne un peu l'impression que je rigole, que c'est familier. Voilà. Et je dis, vous savez, alors on ne dit pas islamiste, on dit racialiste. Hein, et c'est Rokhaya Diallo qui avait expliqué ça. Vous voulez défendre les droits d'une minorité raciale, donc vous êtes racialiste. Donc si vous n'êtes pas islamiste, mais évidemment islamiste c'est la majorité, parce que la majorité numérique des héritiers de la colonisation sont de culture musulmane. Ça ne veut pas dire de foi musulmane, de culture musulmane. Donc on les fait taire au sens d'où ils sont des fondamentalistes. Hein, le lexique de l'exclusion, c'est ils sont fondamentalistes ou racialistes. Et donc le fond de ma pensée, c'est que nous aimons soutenir, nous, non, je vous en supplie, ne me mettez pas avec, mais disons,
une majorité, une trop large majorité des acteurs politiques français est dans une posture de soutien inconditionnel des Israéliens actuellement. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'ils rêvent de faire. Voyez, résoudre le problème à la Kalachnikov, au M16 et à la bombe. Et l'islamisation de la représentation du conflit israélo-arabe ne s'est pas faite que dans le champ du conflit israélo-arabe. Et il n'y a pas besoin de faire preuve d'imagination. Vous vous souvenez que Sharon, alors même qu'il n'y avait pas eu islamisation du leadership de la résistance palestinienne, en 2001, en octobre 2001, Sharon dit à la face du monde: vous avez Yasser Arafat, vous avez Oussama Ben Laden, nous avons, et il ne dit pas le Hamas, il dit nous avons Yasser Arafat. Yasser Arafat qui est le rival du Hamas. Donc vous voyez que l'islamisation criminalisante de toute résistance à la domination nord-sud s'est déjà opérée depuis longtemps. Eh bien, malheureusement, j'ai l'impression que si nous étions si peu nombreux à Marseille et si peu nombreux à Paris, et là encore, il y a un différentiel avec Londres. Il y a un différentiel avec Londres. Ça ne veut pas dire qu'il y a des mécanismes propres qui ne jouent pas, mais et c'est malheureux à dire parce qu'à New York, il y a des manifestations juives. On a ici le JFP. On a des héros juifs en France. Mais à New York, ils noircissent des places monstrueusement importantes. Hein, et ce n'est pas le cas en France. Et donc, je pense que la clé, c'est ça le fin fond de mon propos, la représentation politique du conflit israélo-arabe s'est coulée dans le moule du profonde dérive islamophobe qui traverse la société française. Et trop de Français voient dans les Israéliens des gens qui font ce qu'eux, ils n'osent pas faire, mais dont quelque part, ils rêvent un petit peu. C'est-à-dire un traitement autoritaire, militaire, violent, de la peur, de l'altérité, non pas avec l'islam, non pas. Sortons, c'est plus large que ça. Les Palestiniens ne représentent pas que les Arabes, ils ne représentent pas que les musulmans, ils représentent tout le monde qui n'a pas été du bon côté de la barrière de l'hégémonie occidentale pendant la période coloniale et impériale. Je ne sais pas si je vous ai convaincu. Vous pouvez critiquer, vous pouvez démolir, ça me fera plaisir. Mais disons que j'ai tracé la matrice de mon analyse. Pour son malheur, la résistance palestinienne est aujourd'hui identifiée au lexique révolutionnaire qui véhicule les revendications du monde non occidental, saoulé par l'overdose de présence occidentale au cours du siècle écoulé. Et c'est pour ça que le combat que nous menons est difficile à mener, c'est pour ça qu'il s'exacerbe au-delà de toute limite. Vous suivez, vous connaissez cette espèce d'automatisme idéologique qui fait que si vous dites le 10e de ce que je vous ai dit ce soir, vous êtes un antisémite, c'est tout. Hein, c'est l'arme atomique absolue de la police de la pensée qui vous interdit de réfléchir, qui vous interdit de qualifier, c'est-à-dire qu'on va immédiatement discréditer à l'idéologique, on va dépolitiser, surconfessionnaliser. C'est l'arme de la domination actuellement, c'est l'arme des régimes arabes. Les Israéliens veulent que nous croyons que si les Palestiniens résistent, c'est pas parce qu'ils sont occupés, c'est parce qu'ils sont musulmans. C'est parce qu'ils sont trop musulmans. Et c'est ce piège-là qu'il faut que nous soyons capables de déconstruire si on veut pouvoir s'y opposer de façon efficace. Merci infiniment de votre attention. Alors, je vais juste vous raconter une petite histoire que j'ai oubliée. Parce que j'avais une partie où j'expliquais
comment s'était fait la dichotomie de notre connaissance des deux terrains respectifs. Et j'aime bien employer un autre exemple personnel. Si je suis attaché à la Palestine, c'est pas pour des raisons intellectuelles, c'est aussi parce que j'ai eu le privilège, je dirais, d'y aller très tôt, très souvent. Et Gaza, j'y étais. J'ai parlé, j'ai fait des conférences à Gaza. Je connais les gens, je connais même les épouses des militants du Hamas. C'est vous dire le degré de confiance dont je bénéficiais, puisque j'ai fait des sessions de formation avec les militantes féminines et féministes du Hamas. Eh bien, la première fois que j'ai eu l'occasion d'aller en Palestine, j'avais 16 ans. Le seul avantage d'être très vieux, c'est qu'on peut raconter des histoires qui datent d'un temps où que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En 1964, j'étais dans un avion qui s'est posé sur l'aéroport international de Jérusalem, Matar el-Quds, et il était en Jordanie. Il était à la Qalandia, à l'endroit où il y a maintenant le checkpoint pour entrer dans les territoires. C'était l'aéroport international de Jordanie, d'accord ? Et donc, alors, j'étais pas en autostop, parce que la période d'après, j'avais des cheveux longs, tout ça. Non, là, je m'en souviens, parce que c'est vraiment le comble du ridicule, j'avais une cravate à élastique. Je ne sais pas si certains d'entre vous se soutiennent de ces accessoires. Quand on ne savait pas faire son nœud de cravate, il y avait un élastique et on le tirait comme ça. Donc, j'avais l'air parfaitement stupide dans un blazer bleu et une cravate écossaise à élastique. Et je descends de l'autobus et il y a un jeune garçon dans le camp de Jéricho, le camp de réfugiés déjà, mais moi, le mot réfugié, ça ne voulait rien dire. Et il me dit, les Juifs m'ont pris mon pays. J'ai 16 ans. Je suis, je suis pas particulièrement intelligent, mais je suis pas particulièrement ignare. Eh bien, à l'âge de 16 ans, j'ignore absolument tout des conditions de création de l'État d'Israël. Pour moi, les Israéliens, j'avais ce que j'appelle la culture de Paris Match. La culture de Paris Match, c'est quoi ? Les Israéliens, c'était les mecs qui faisaient pousser des fleurs dans le désert. C'est tout. On n'avait pas eu, mais le moindre petit début de commencement de connaissances historiques. Et ça a été en s'aggravant. Et ça a été en s'aggravant à partir de 1967. Et ça a été encore en s'aggravant, là, je n'ai pas oublié cette étape-là, à partir de 2006 et l'islamisation du leadership palestinien. Voilà, pardonnez-moi cet oubli et je vous rends la parole. Pourquoi le silence relatif de la communauté chrétienne, notamment en France, dans le conflit palestinien ? Je vais vous faire une confidence. L'autre jour, il y a eu, vous avez suivi l'opération du lycée Averroès, donc la fermeture, le retrait de l'agrément du lycée Averroès, qui est un des deux seuls lycées conventionnés. Il se trouve que, bon, moi j'ai de mauvaises fréquentations, je sais, mais bon, il se trouve que je les connais, que j'y suis allé plusieurs fois, etc. Et donc, le retrait de l'agrément s'est fait sur la base d'une commission d'évaluation qui est composée notamment des représentants des autres enseignements confessionnels, et donc des chrétiens. Et moi, c'est pas ce que je fais de mieux dans la vie, mais je me déchaîne parfois dans les réseaux sociaux. J'ai dit bravo, honneur et gloire aux représentants de l'enseignement catholique. Ils se sont abstenus. Ils n'ont pas voté pour, mais ils se sont abstenus. Et bon, c'est quand même relativement scandaleux. Alors, oui, les chrétiens font une contre-performance sur ce terrain-là. Puis tout à l'heure, je me suis énervé aussi. Il y a eu 2 morts dans l'enceinte d'une église catholique de Gaza. Vous avez vu ? Alors j'ai dit, mais SOS Chrétiens d'Orient, là, vous faites quoi ? Ben oui, mais justement, vous voyez très, très, très bien l'idéologie de l'adhésion des forces politiques françaises qui trahissent tout le temps leurs idéaux, l'appartenance chrétienne, sachant que par exemple, les chrétiens de Bethléem, tout ça, toute la communauté chrétienne palestinienne vient très solennellement d'annuler toutes les réjouissances de Noël par solidarité avec ce qui se passe, sachant encore une fois que les chrétiens sont la cible de la répression des colons israéliens de la même façon. C'est effectivement une des contradictions les plus douloureuses, je pense, de l'attitude de la société française. Ça fait mal de le dire,
mais il y a eu d'autres exemples comme ça. La communauté française en Algérie aurait dû s'exprimer un petit peu plus à voix haute quand on savait très très bien qu'elle était manipulée par les généraux algériens, etc., etc. Ben, c'est une des facettes de notre déficit d'universalisme face à la gestion de cette crise. Mais c'est effectivement une question importante que vous posez. Oui, alors 2 points. Un qui va être rapide et l'autre qui va être plus confus parce que c'est quelque chose que je maîtrise moins. Si j'ai bien compris, vous avez... alors, c'est un point secondaire, hein, mais qui me tient à cœur parce qu'il me semble que c'est une contre-vérité totale. Vous avez, si j'ai bien compris, vous avez, comment dire, fait état d'un flou du Parti communiste français sur la question palestinienne. Alors, c'est faux. Alors, je le dis d'autant plus à l'aise que moi, j'ai été très longtemps membre du Parti communiste, pendant 20 ans presque, et que je n'y suis plus. Donc, je suis assez critique sur beaucoup de choses. Le Parti communiste a été très, très clair pendant très longtemps sur le soutien à la Palestine. Il était le seul à gauche, puisque, comme vous l'avez bien dit, le Parti socialiste n'a jamais été, lui, au contraire, clair sur la question. LFI n'existait pas pendant ces années-là, donc il était seul, mis à part les camarades trotskistes, mais qui, s'il y en a dans la salle, me pardonneront de dire qu'ils étaient une force politique minoritaire. J'en veux pour preuve que le Parti communiste, notamment, a mené une campagne pendant des années pour le soutien à Salah Hamouri, qui, à cette époque, était en prison, dont personne ne parlait. Qui aujourd'hui est libre et qui, lui, peut s'exprimer. Donc, voilà. Bon, ça, c'est une chose. Alors, sur le deuxième point, ça va être plus confus parce que je maîtrise beaucoup moins que vous, évidemment, le sujet. Il me semble qu'on peut tout à fait... J'ai peut-être pas bien compris ce que vous avez dit. Enfin, le point de considérer les gens qui luttent et qui sont musulmans et qui se réclament de l'islam comme des interlocuteurs, j'en suis d'accord et je trouve très intéressant que vous défendiez ça. Ceci dit, je pense qu'on peut défendre les luttes arabes sans rien céder de son attachement à la laïcité. Je ne sais pas si c'est ça que vous... Enfin, je ne sais pas si je suis dans le sujet, mais en fait, c'est pas grave, je le dis. Si, vous êtes au cœur du sujet, bon, bien sûr. D'accord. Par exemple, pour le Hamas et les Palestiniens et Gaza, moi, j'ai toujours entendu dire, mais là encore, je ne sais pas, peut-être aussi bien que vous, que les Gazaouis ont voté pour le Hamas, surtout par réaction à ce qui était devenu l'autorité palestinienne, à sa corruption, au fait qu'ils considéraient qu'ils ne les défendaient pas suffisamment. Je ne pense pas que ça soit pour une adhésion au côté islamique ou islamiste du Hamas. Après, il y a évidemment, sans doute des Gazaouis pour lequel c'est le cas, mais moi, c'est pas ce que j'ai entendu d'abord. Ensuite, moi, il y a un truc qui me turlupine sur l'islamophobie en France. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours l'impression qu'on utilise ce mot pour cacher une vérité qui est encore plus peut-être terrible, ou en tout cas plus large. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un racisme anti-arabe en France qui va au-delà d'une islamophobie, qui est lié sûrement à notre passé colonial, mais pas que, parce que je suis plus au PC, mais je suis toujours marxiste, et je pense que c'est aussi lié à une identification de l'arabe avec le pauvre, avec donc le pauvre qui fait peur, qui pourrait un jour se révolter. On a vu l'horreur, là aussi, des positions après les révoltes, enfin par rapport aux révoltes suite à la mort de Naël, le peu aussi de mobilisation pour soutenir ces jeunes, hein, et l'identification de ces jeunes aux barbares, voilà. Et en faisant et en les assimilant, tous ces gens-là, à des musulmans, je pense qu'au contraire, on les pousse vers ça. Je commence à être confuse.
Moi, je suis prof. Vous n'êtes pas confuse, vous êtes limpide. Vous dites ce que j'ai essayé de dire, j'ai dû mal dire, parce que vous êtes en train de dire ce que j'ai essayé de dire. D'accord, bah, tout va bien. Je finis. Je suis prof, donc moi j'ai pas mal d'élèves de culture musulmane. Moi, je préfère qu'on dise ça que musulmans, qui se sentent pas, enfin, qui n'expriment pas du tout un sentiment religieux. Ils sont de culture musulmane, c'est différent. Et ils se sentent rejetés par la République, et effectivement, le risque est qu'ils dévient vers ça, parce que, tout simplement comme un refuge identitaire, parce qu'à un moment donné, il faut bien se sentir appartenir à quelque chose. Et voilà, donc l'islamophobie, ça me gêne. Pour moi, c'est un racisme anti-arabe, parce qu'on considère encore ces gamins, par exemple, qui sont de la, je sais jamais, combien de générations, comme des Arabes. Voilà. Je vais vous décevoir. Je m'associe aux applaudissements. Je vais vous décevoir. Nous sommes dangereusement d'accord. Nous sommes dangereusement d'accord. Non, il y a un petit point sur lequel je vais circonscrire mon désaccord. J'ai dit le PC a hésité. Oui, le PC a hésité. Le PC a hésité à ne pas criminaliser, à refuser de criminaliser le Hamas. Voilà, il y a un seul homme politique qui a refusé de criminaliser le Hamas, c'est Mélenchon. Le PC n'a pas voulu. Mais sur l'attitude vis-à-vis de la Palestine, le PC a toujours été un des fondements, un des principaux ancrages du soutien à la Palestine, d'accord? Mais sur le 7 octobre, je maintiens, on a dit terroriste, etc. Le PC de Roussel, c'est pas le PC. Ah ben, bon, mais nous sommes encore plus d'accord, oui, mais voilà. Mais Roussel, il a dit, ouais, ça va pas avec l'entrecôte saignante. Voilà. Après, alors, ce que vous avez dit sur l'islamophobie, ça ne me satisfait pas parce que ça va au-delà. C'est exactement ce que j'ai dit dans la dernière partie. J'ai dit, ne restez pas à l'idée que c'est quelque chose qui se limite à une tension entre les religions. C'est un racisme post-colonial. Donc là, nous sommes vraiment totalement, complètement d'accord. Alors, reste votre troisième point. On doit pouvoir conserver son adhésion à la laïcité tout en interagissant avec des acteurs, moi je dis le gros mot, avec des islamistes. Mais de quoi parle-t-on quand on parle des islamistes? Le problème avec le mot islamiste, c'est que ça va, comme on le dit maintenant, de Rannouchi à Bardali. Avant, on disait ça va de Erdogan, non, de Erbakan au Taliban. C'est-à-dire qu'on met tout le monde, n'importe quoi, l'inverse et son contraire, sous le même vocable. Mais Rannouchi, c'est-à-dire le courant, le mainstream des islamistes, ce sont quand même eux qui ont fait adopter la constitution la plus laïque du monde musulman. Donc la laïcité n'est pas en antinomie avec ce qu'on appelle les islamistes. Donc oui, bien sûr, il n'y a pas de contradiction. On ne parle pas de Daesh. Il y a une frontière très nette dans le paysage islamiste. Il y a des gens qui manifestent, qui utilisent de la violence et dont je dis « Ah ouais, mais faites gaffe, faut voir dans quel contexte ils ont utilisé la violence. Si on était en train de les écraser, c'est normal qu'ils aient riposté. » Et puis il y en a d'autres où je dis « Il n'y a pas besoin de contextualisation, c'est une condamnation totale et absolue. » Qu'est-ce qu'on condamne totalement? C'est Daesh qui va martyriser les minorités religieuses en Irak, alors que ces minorités religieuses ne sont absolument pas partie prenante dans l'activité politique qui les opprime, dans le mécanisme de leur oppression. Les Yézidis, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, moi il se trouve, j'ai eu la chance d'aller leur rendre visite. C'est comme si vous remontiez dans le Moyen-Âge, quoi. Vous êtes au Xe siècle, ils sont vraiment far out, comme on dirait en anglais, ils sont sur une autre planète, et les gens d'ISIS sont venus les martyriser. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la bonne religion. Bon, eh ben ça, il est évident qu'il ne peut pas y avoir la moindre empathie analytique à l'égard de ces gens-là. Mais c'est pas de ça qu'on parle, d'accord? Et on parle de tous ceux qui ont formé des majorités politiques et dont les garanties sur le terrain de la laïcité ont été données de longue date.
dans les chartes des frères musulmans en Syrie en 1982. Ils disent déjà, si c'est pas nous qui avons la majorité, on respecte la majorité. Il y a très très longtemps que la caricature qui fait des islamistes, ce sont eux qui vont imposer la charia et si vous n'êtes pas content, on vous coupe la tête. C'est pas ça. Ça, c'est un discours de propagande. Dans la réalité des engagements politiques, c'est autrement plus compliqué que ça. La gestion de Morsi, avant de trouver des mesures qui ont porté atteinte au territoire de la laïcité au cours de son mandat, il faut se lever le matin. Donc, voilà, je suis désolé, j'aurais aimé être contredit, mais je pense que vous avez donné des éclaircissements, mais nous sommes véritablement d'accord sur l'essentiel. Et surtout sur le troisième point, auquel je tiens moi tout particulièrement, le fond du problème n'est pas une concurrence entre les dogmes. Le fond du problème, c'est notre mauvaise humeur face à la résurgence des enfants des colonisés, face à l'affirmation de la 4e génération de ceux sur lesquels nous avons été en hégémonie coloniale puis impériale et qui commencent à demander leurs droits. Et ça, on ne peut pas supporter. Et ça, on n'accepte pas. Et c'est ça le vrai fond du problème. Et les Israéliens, ils font quoi? Ils font taire. Ils font taire ces représentants parfaits de nos jeunes de banlieue, de tous ceux qui remettent en question notre hégémonie politique, militaire et culturelle. Donc je crois que là, on est très d'accord sur cette question-là. Et vous êtes prof, c'est pas une honte, c'est un métier que j'ai pratiqué également. Ah bon, d'accord. Non, vous allez dire oui, je suis prof. Ben oui, d'accord. On a tous embêté des élèves, chacun dans nos disciplines respectives. Je sais ce dont je parle parce que j'ai des minots, donc je vois bien en réflexion. Non, et c'est très important ce que vous avez dit aussi sur l'identité religieuse. Mais on arrive maintenant à un niveau. Moi, je dis aux musulmans, aux amis musulmans qui sont, on va dire, plus que laïcs, qui s'en foutent de la religion, je dis, mais fais gaffe. Demain, le seul fait que tu t'appelles Mohamed, t'es déjà plus légitime. Avant, une phrase que je n'ai pas employée, à laquelle je tiens beaucoup. Avant 2019, on réprimait en France les actions d'une minorité de la communauté musulmane. On criminalisait les actions d'une minorité de la communauté musulmane. Maintenant, on criminalise les pensées, les opinions d'une majorité de la communauté musulmane. C'est là qu'on en est arrivé, d'accord? Vous passez 2 fois devant un kebab, vous rentrez une fois dans une librairie islamique, vous êtes sur ce que les Anglais appellent the conveyor belt, hein? Et ce que Keppel appelle le djihadisme d'atmosphère. Hein? Vous respirez 2 fois, vous êtes en route vers le pire, vous êtes en route vers le terrorisme. Non, mais des fois, on croit qu'on exagère. Mais non, c'est véritablement là qu'on en est maintenant. Et ça, c'est effectivement très, très dangereux. Et on voit bien qu'on a une compétition entre Darmanin et Le Pen. Et Darmanin lui dit, tu sais, Regardez un autre exemple. Je ne sais pas si un personnage comme Louisi, Mohamed Louisi, vous êtes familier, oui, ça évoque quelque chose pour vous ou pas? Bon, c'est un garçon qui a un blog, il a annoncé qu'il quittait le RN pour s'engager au service de Zemmour. Bon, ça vous situe le personnage, d'accord? Au moment de la campagne électorale. Eh bien, il est le conseiller juridique du préfet du Nord. Il est le conseiller juridique du préfet du Nord. Il s'est appuyé sur ses avis pour criminaliser le lycée Averroès et pour le faire fermer. On en est là en France, quoi. C'est ça qui fait quand même un petit peu mal. Vous avez vu quand même, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles de temps en temps, il y a une petite bonne nouvelle, mais vous avez vu quand même Zaineb Razoui. Ça vous dit quelque chose? Oui, je ne parle pas dans le désert. Bon, cette fille qui était de Charlie Hebdo, puis qui a pété un câble, au bon sens du terme. Elle a dit trop, c'est trop. Et elle s'est mise, et maintenant c'est un vrai bonheur de la lire, parce que maintenant, elle a retrouvé son humanité, c'est tout, quoi. Et elle ne pouvait plus supporter le monde qu'elle soutenait au nom de Charlie, etc., etc. Donc elle s'est aperçue qu'en fait, il exprimait une haine raciste absolue de l'autre musulman, quoi. Je vais essayer de faire sans le micro.
Sans remettre non plus en cause, parce que tout ça est très vrai, le racisme vis-à-vis de ces populations qui demandent leurs droits et dont certaines personnes trouvent ça intolérable. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'un petit peu commode? On va utiliser cette islamophobie de façon un petit peu commode, ou cette peur de l'islam de façon un petit peu commode, en critiquant tout parti de gauche qui propose des alternatives à un capitalisme ultra dominant. D'ailleurs, à ce sujet, les musulmans qui sont à la tête, les grands émirs à la tête de Dubaï, de l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, gênent beaucoup moins, comme par hasard, on va faire une COP chez eux. Hein. Ça, c'est bon. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu social. Et où, par exemple, moi, en tant que militant, LFI, depuis que j'y suis quasiment depuis le début, on est des islamo-gauchistes. C'est-à-dire, c'est le terme qui fait peur, il y a quasiment très peu de débats sur nos propositions, et de suite, on nous oppose l'islamo-gauchisme, comme à une époque plus ancienne. Maintenant, comme vous disiez, avant c'était le juif, avant c'était le judéo-bolchevique. Aujourd'hui, le danger du monde moderne, le danger du progrès, ce serait l'islamo-gauchiste, cette espèce de marxiste qui va s'allier avec ces hordes de barbares musulmans. Je grossis un peu le trait, mais c'est un peu comme ça, à certains moments qu'on nous présente. Et il n'y a quasiment jamais, mais où c'est vraiment rarissime, des débats qui sont faits sur nos propositions concrètes du programme. Oui, mais ça, c'est une rhétorique qui est très, très, très courante. Quand dans un débat politique, on prend le mal absolu, on essaye de le coller sur la tête de son adversaire. Donc, c'est évident, pour ne pas avoir à débattre. Mais c'est le traitement qu'on réserve aux islamistes aussi. Si les islamistes disent il faudrait augmenter le SMIC, on va dire oui, mais vous avez dit Bismillah, il faut augmenter le SMIC, donc on ne veut pas augmenter le SMIC. Eh bien, LFI, bon, l'imam, hein, Mélenchon a été appelé l'imam l'autre jour du Parlement. Donc, mais ça, c'est un procédé rhétorique, bien sûr. Quand on ne veut pas avoir à débattre sur le fond du programme d'un adversaire, eh bien, on essaye de l'identifier à une image dont on sait qu'elle a un effet répulsif sur la totalité. Donc, c'est malheureusement très, très classique. Mais bon, si vous voulez, islamo-gauchiste, moi, je n'ai pas amené mon badge, mais j'ai un diplôme d'islamo. Je suis parti supposé être fondateur même. J'ai membre fondateur de l'islamo-gauchisme. Donc j'ai même un badge, normalement je le mets quand je fais les baratins. Parce qu'il existe un badge qui est fait à Marseille, je vous le signale quand même. Hein. Il y a une petite maison très sympathique. C'est dommage que je n'ai pas son nom, j'aimerais bien lui faire de la publicité. Qui sort des gros pins islamo-gauchistes. Oui, bien sûr, on reproche à Mélenchon d'avoir été un jour dans une manifestation où quelqu'un avait dit Allahu Akbar et puis c'est tout. Et ça permet de ne pas regarder en face ce qui gêne dans ses positions. Et encore une fois, ce qui gêne dans ses positions, c'est qu'il a été le seul à avoir l'autre jour, parce que on me dit, mais pouvez-vous me résumer votre attitude sur le Hamas? Je dis oui, c'est la même que celle du général de Gaulle ou de Mélenchon. C'est tout. Voilà. Oui, l'oppression et l'occupation génèrent un mécanisme de résistance. Et bon, dans le cas de l'Algérie, vous vous souvenez très bien qu'il y a eu en Algérie, pour moi, quelle est la frontière du terrorisme? À partir d'un enfant, un moment où un enfant meurt, c'est too much. C'est un enfant de trop, d'accord? Mais les Algériens, quand ils ont mis un couffin, on disait à l'époque avec une bombe dedans, dans le milk bar d'Alger, c'était du terrorisme, d'accord? Mais l'Arbi Ben Midi, quand on lui a dit « oh, vous faites du terrorisme », il a dit « donnez-moi vos avions et vos blindés, je vous donnerai nos couffins ». Donc, bien sûr, un mouvement de résistance peut en arriver à employer des méthodes que l'on peut légitimement qualifier de terrorisme. Parce que si un enfant est tué dans un combat politique, c'est du terrorisme. Mais il n'empêche que ça n'est pas que du terrorisme, la mobilisation de résistance à un mécanisme d'occupation, comme l'était l'occupation coloniale française. Voilà, je crois que tout le monde a gagné sa récréation, non? Où est madame l'organisatrice? Puisque vous êtes chercheur, que vous avez été, je crois que vous avez dirigé des centres de recherche, notamment, je me posais une question. Je suis aussi enseignant
la question de la place des chercheurs. Alors, on a une grande tradition orientaliste en France. On a énormément de chercheurs arabisants spécialisés sur ces aires géographiques. On a des instituts de recherche quasiment dans tous ces pays. Instituts de recherche qui d'ailleurs parfois ont été bombardés, notamment à Gaza où c'est un institut français qui a été touché. Et je voulais savoir pourquoi vous êtes si peu, alors pas vous personnellement évidemment, mais pourquoi vous êtes si peu audibles, c'est-à-dire tous ces chercheurs qui consacrent leur vie à comprendre ces sociétés. Pourquoi on vous entend, pourquoi il n'y a pas de tribune collective, pourquoi on ne vous entend pas sur les grandes chaînes nationales, et pourquoi ici on est rassemblés dans une, voilà, pourquoi on ne vous entend pas davantage. C'est-à-dire que, et il y a sur d'autres sujets, c'est une question volontairement provocante parce que je sais que certains ont essayé. Je pense à Stéphanie Lett Abdallah, une collègue. Et bon, elle s'en est pris, oui, exactement. Oui, elle s'en est pris le 10e de ce que j'en prends moi dans la figure, hein, pas beaucoup plus. Hein. Et alors pourquoi, alors, quelles les raisons structurelles ou plus conjoncturelles? Je vais vous répondre très facilement. Quand la ministre Frédérique Vidal a lancé cette espèce de machin de nous allons faire une enquête pour voir comment l'islamo-gauchisme ronge l'université, hein. Le président de la conférence des présidents d'université, main dans la main avec le directeur général du CNRS, pardon mesdames, je vais faire un geste un peu grossier, lui a fait un superbe bras d'honneur. Arrêtez de dire des conneries, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils ont eu une attitude claire, ferme, courageuse. Arrêtez de nous bassiner avec ce pseudo-islamo-gauchisme. Donc, de mon point de vue, le corps académique jusqu'à présent est sain, c'est-à-dire 80% des gens sur ce sujet-là vous diraient à peu de choses près la même chose que moi. Mais bien sûr, ce ne sont pas ceux-là qui sont médiatisés. Voilà. Après, vous avez un phénomène, oui, vous me donnez, dans les raccourcis que j'ai pris, il y avait la question des médias, parce que tout le temps on dit les médias. Bon, vous avez peut-être vu le dernier numéro du Monde Diplo, où il y a un dépliant dedans. Qui possède quoi dans les médias français et tout. Et c'est assez intéressant de faire le bilan de, disons, la marge d'autonomie de la question des médias. Vous voyez dans ce dépliant que quoi? À part quelques chrétiens, il y a le groupe de financiers qui possèdent le Pèlerin, tout ça, c'est comme ça. Il y a 2 catégories de propriétaires des médias. Une façon très provocante de dire pourquoi BFM TV raconte les mêmes conneries que I24. Hein, et ça consiste à dire, un petit peu ironiquement, c'est parce qu'ils sont dans le même bâtiment. Et après on dit, ah oui, mais pourquoi ils sont dans le même bâtiment? C'est parce qu'ils sont le même propriétaire. Et qui c'est le même propriétaire? C'est un franco-israélien. Donc vous avez une première variable, une solide pincée des médias français est détenue par des franco-israéliens. Mais il y a un danger qui consiste à dire les médias sont la propriété des Israéliens, donc normal qu'ils nous servent la soupe israélienne. Non, parce que la majorité des médias français n'est pas propriétaire d'hommes d'affaires franco-israéliens. L'autre dominante, c'est Bolloré, l'archétype, c'est-à-dire c'est l'extrême droite. Le même cocktail il y a 40 ans, du temps de Franco, nous aurait donné un résultat totalement différent. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de dénominateur commun, les franco-israéliens et l'extrême droite. Ce qui s'est passé de terrible et qui donne cette homogénéité à la production médiatique française, c'est que l'extrême droite est passée dans le camp israélien. Pourquoi? Sur la base de quel dénominateur commun? Même si le mot n'est pas suffisant, l'islamophobie, ou le rejet de cette génération qui met en danger un certain nombre de... Et c'est ça. Hein. Donc, pourquoi on n'entend pas... Est-ce qu'il existe une expertise académique de qualité? Je dirais oui. Est-ce qu'elle est depuis toujours? Oui et non. Il y a eu dans l'histoire de l'orientalisme français 2 périodes. Au début, nous parlions tous l'arabe. Les orientalistes français parlaient l'arabe avec une connaissance approfondie des sociétés. Et puis après, nous sommes entrés en situation d'hégémonie sur le monde arabe. Les Arabes se sont mis à parler tellement bien le français que plus aucun orientaliste et plus aucun journaliste ne parlait l'arabe.
et nous avons eu une descente terrible où personne ne connaissait la langue arabe. Depuis l'Iran, bon, alors c'est pas le monde arabe, hein, mais depuis l'Iran, depuis le choc de la révolution, on a compris que l'appareil académique devait, et nous avons à nouveau un appareil académique de relativement bonne qualité. Mais la médiatisation ne se fait pas en fonction de la qualité des chercheurs, mais en fonction de ce qu'ils disent. Et donc, nous sommes effectivement inaudibles. Alors moi, je pourrais vous raconter des kilomètres d'histoire de la façon dont nous sommes exclus purement et simplement. Mais ça va c'en est très drôle. Il y a 2 ans, j'ai fait la matinale de France Inter, mais c'était par accident, quoi. Bon, c'était et je sais par la personne qui m'a invité et qui s'est fait sonner les cloches que la présidente de Radio France a décroché son téléphone, dit ce monsieur ne doit pas parler. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle a dit, il a rien dit de choquant, mais c'est une question de principe. D'accord ? Donc vous avez des listes maintenant. Tous ceux qui, de façon relativement efficace, sont capables de contredire la doxa des pseudo-spécialistes. Qui c'est le grand spécialiste ? Bon, allez, j'en nomme un, Frédéric Ancel. Mais avant d'être des spécialistes du Proche-Orient, ce sont des militants de l'extrême droite israélienne. Mais là, ils ont le maillot d'arbitre. Hein. Alors eux ont le droit. C'est très amusant, la prestation que nous a fait Frédéric Ancel 2 jours avant le 7 octobre. Il nous dit, mais vous savez, l'originalité de la situation au Proche-Orient, c'est qu'Israël n'a plus un seul ennemi au Proche-Orient. Israël n'a plus... Retrouvez ça. Israël n'a plus d'ennemis au Proche-Orient. Israël n'a plus qu'un seul ennemi, c'est Israël. 2 jours après, et bon, lui, il faisait allusion à quoi ? Aux accords de normalisation qui avaient été imposés au Bahreïn, aux Émirats. Mais nous, on savait bien l'état d'esprit des opinions publiques. On le savait depuis la Coupe du Monde, depuis l'atmosphère de la Coupe du Monde au Qatar. On savait bien que les opinions publiques arabes étaient toujours très pro-palestiniennes. Mais lui, le grand spécialiste, il expliquait aux pauvres Français que tout le monde adorait Israël au Proche-Orient. Bon, 2 jours après, il y avait... Voilà. Donc je pense qu'il existe, mais attention, parce que maintenant, vous avez vu l'affaire machin tel, elle est reçue par le ministre de l'Intérieur, Madame Bergeau-Blaclair, qui est un jury. C'est-à-dire jusqu'au cœur de l'État maintenant et des appareils de recherche, on va avoir une tendance à l'épuration et à des recrutements qui vont se faire sur des bases idéologiques. Donc jusqu'à présent, nous avons, moi souvent je dis c'est la seule bonne nouvelle que je peux vous dire, c'est que 80% de mes collègues, même s'ils le disent de façon plus nuancée et tout, en gros ils sont d'accord avec moi. Ils ont une lecture rationnelle et historicisée. Mais ce n'est pas eux que vous entendez le matin dans le poste. C'est ça le problème de la France. Parce qu'ils ne sont pas invités sur les plateaux télévisés. Bien sûr, ils ne sont pas du tout invités. Bien sûr.